Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo du chapitre 4 sur la composition d'un médicament. On va se demander comment peut-on identifier une espèce chimique. Imaginons que vous soyez laborantin et que l'on vous donne un médicament dans lequel vous devez montrer qu'il contient du paracétamol et de la caféine. Ensuite, bien effectivement, il faut mettre en œuvre différents types de réactions chimiques pour pouvoir montrer que le dosage est de 500 mg pour le paracétamol et 50 mg pour la caféine. On n'en est pas encore là. On veut simplement identifier la présence de paracétamol et de caféine. On est bien embêté. Tous les deux sont présents sous forme de poudre. Et bien, pour s'aider, on va s'intéresser grâce à Wikipédia aux caractéristiques physiques de ces deux médicaments, de ces deux substances actives contenues dans le claradol. Et bien vous voyez que dans un premier temps, ils ont des températures de fusion et d'ébullition qui sont différentes. Ensuite, une autre caractéristique qui est différente, c'est leur solubilité. Et enfin, la masse volumique. Donc on va s'intéresser à toutes ces grandeurs qui permettent de les différencier. Donc une espèce chimique va avoir des caractéristiques physiques qui lui sont propres et qui vont permettre de l'identifier. Sa température de changement d'état, ensuite sa solubilité, sa masse volumique et sa densité. Donc je vais m'intéresser dans un premier temps à sa température de changement d'état. Vous avez vu au collège que la matière existe sous trois formes. La forme solide, la forme liquide, la forme gazeuse. Ici, dans ce schéma, vous voyez que les flèches en rouge montrent que pour passer de l'un à l'autre, cela nécessite un réchauffement, alors que pour passer, quand c'est bleu, quand la flèche est bleue, ça veut dire que dans ces cas-là, le passage de l'un à l'autre des états nécessite un refroidissement. Lorsque vous passez de solide à liquide, vous connaissez bien, vous devez apporter de la chaleur, vous avez un glaçon, il vous faut le faire chauffer pour passer à liquide. C'est l'inverse, le passage de liquide à solide s'appelle la solidification. Ensuite, le passage par exemple de liquide à gazeux, c'est ce que l'on voit fréquemment. On met une casserole sur un réchaud à gaz, on apporte de l'énergie due à la combustion du gaz. Eh bien, vous appelez ça ce que l'on appelle l'eau liquide devient gazeuse, c'est ce que l'on appelle la vaporisation. Le cas inverse, c'est-à-dire le passage de l'état gazeux à l'état liquide, c'est ce que l'on appelle la liquéfaction. Et enfin, lorsque je passe donc de gazeux à solide, et donc dans ces cas-là, il va falloir refroidir, ça s'appelle la condensation. Et quand vous passez de solide à gazeux, vous appelez ça la sublimation. Sublimation, vous ne l'avez pas beaucoup vu, et le terme de condensation est souvent employé. Nous l'avons employé lorsque nous avons fait l'hydrodistillation. Lorsque les vapeurs d'huile essentielle et d'eau passent dans le réfrigérant, on a dit qu'elles se recondensent, c'est-à-dire qu'on a supposé qu'elles passaient de l'état gazeux à l'état liquide. Or, on voit que le passage de l'état gazeux à l'état liquide, ça s'appelle la liquéfaction. C'est donc une erreur, c'est une erreur qui est admise. On considère que ce n'est pas une faute si vous le faites. Alors, je vais m'intéresser à quoi me servent ces différents changements d'état. Eh bien, pour une espèce chimique, ces changements d'état correspondent à des températures bien déterminées. Lorsqu'on va prendre ici comme exemple l'eau donc passe de l'état solide à l'état liquide, c'est-à-dire qu'elle fusionne à 0 degré C sous une pression atmosphérique normale. Ensuite, pareil, elle va passer de l'état liquide à l'état gazeux à 100 degrés C, c'est ce qu'on appelle la vaporisation. Les changements d'état autres, c'est-à-dire dans l'autre sens, quand on passe de gaz à liquide, liquéfaction, quand on passe de liquide à solide, solidification, ces passages se font aux mêmes températures. Alors maintenant ici, imaginons que vous ayez de l'eau à moins 10 degrés. Avec ces températures de changement d'état, si elle est pure, vous savez que forcément elle est solide. C'est pareil, si vous avez l'eau à 20 degrés, vous savez alors qu'elle est liquide. Donc je reviens à mes deux médicaments, enfin à mes
deux substances actives présentes dans le médicament. La température de fusion de la caféine est supérieure à 227 degrés C, alors que la température de fusion du paracétamol est de l'ordre de 169 à 170 degrés. On va utiliser en chimie, ces grandeurs sont caractéristiques. Pour mesurer ces températures de fusion, on utilise un appareil que l'on appelle un banc-Koffler. Vous voyez simplement, je vais vous expliquer rapidement comment il fonctionne. Alors d'abord, il faut l'étalonner, c'est-à-dire il faut une substance dont on connaît la température de fusion et elle me sert de grain d'étalonnage, entre guillemets. Maintenant ici, ce que vous allez faire, c'est que vous positionnez votre substance. Donc par exemple, pour le paracétamol, donc c'est de l'ordre de 169-170. Vous savez que c'est vers ici. D'accord, hein. Donc on va pouvoir se positionner en avant. On fait avancer tout doucement la poudre. Et on la fait avancer en fait en diagonale, comme ceci. Ce qui n'est pas le cas ici sur l'image. On la fait avancer en diagonale et on essaye de repérer l'endroit où la poudre fond. On place alors le petit ergot et on lit ici la valeur de la température de fusion. On va s'intéresser à la solubilité. Mais avant ça, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est qu'une solution ? Une solution est obtenue par dissolution d'une espèce chimique dans un solvant qui est un liquide. L'espèce chimique s'appelle le soluté. Elle peut être un liquide, un solide ou un gaz. Je vous invite à revoir en fait l'activité expérimentale correspondante. Le soluté est minoritaire devant le solvant majoritaire, effectivement. Et si le solvant est l'eau, on parle alors de solution aqueuse. Donc je vous présente ici une situation pour définir la solubilité. Vous mettez 20 ml d'eau dans un tube à essai, vous rajoutez 4 g de sel, vous agitez, le sel se dissout, vous ne voyez plus qu'une solution homogène, c'est une solution d'eau salée. Maintenant, si dans le même tube vous rajoutez 4 g de sel, c'est un peu beaucoup. Quand vous allez agiter, une partie du sel va tomber au fond, il ne se dissout plus. La solution est alors dite saturée. La solubilité que l'on note S, c'est la masse maximale de soluté que l'on va pouvoir dissoudre dans un volume de 1 litre de solution. En voici sa définition. Vous retiendrez les unités, donc en grammes par litre. Alors, maintenant, je reviens aux caractéristiques du paracétamol. Eh bien, on constate qu'elle dépend, cette solubilité, de la température. Plus elle est grande, plus elle s'augmente. Prenez le sucre dans l'eau, dans un café froid. Et il ne se dissout pas. Dans un café chaud, il se dissout beaucoup plus vite. Vous constatez également, en regardant les valeurs qui sont situées ici, enfin, voilà, les informations qui sont situées ici, qu'elle dépend du solvant utilisé. La masse volumique et sa densité. Alors pour ça, il me reste une prochaine vidéo.